Alors, je vais rappeler toutes ces casquettes pour faire complet. Il est le directeur de la régulation et du suivi des politiques de logement au ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique. Il est également chercheur au laboratoire de recherche économique et monétaire à la FASEG. Notre invité de ce matin, Abdou Diouf Ndiaye. Et on va revenir justement sur la panoplie de mesures prises par les autorités pour aider les populations à mieux supporter les coûts et les contre-coups du Covid-19. Voilà, c'est bien cela, Sarah. Donc, on va décrypter le programme de résilience économique et sociale annoncé par le président de la République Macky Sall. Donc, disons un plan Marshall à la sénégalaise. Hein, donc, l'État du Sénégal. Donc, il y a son propre plan Marshall. 1000 milliards qui seront mobilisés, en tout cas mobilisés pour aider à la fois des secteurs clés vitaux comme la santé, n'est-ce pas, l'entrepreneuriat privé ici au Sénégal, le privé national, voilà, l'éducation. En tout cas, beaucoup de secteurs en tout cas, sont touchés positivement par cette mesure-là, par ces mesures prises par l'État du Sénégal. Mais est-ce la bonne formule 1000 milliards quand on sait que déjà le présent exercice budgétaire est en cours? Est-ce que ça ne va pas dérégler les finances publiques? Merci beaucoup, Alioune. Permettez-moi d'abord de vous saluer et de vous remercier pour cette invitation. Ouais. Et quand même de vous citer également pour le travail important que vous êtes en train de mener pendant cette période de crise. Merci beaucoup. Parce que vous savez, quand il y a crise, les acteurs qui sont directement liés à cette crise font un travail important. Mais la presse également est un acteur important dans la gestion de la crise. Et à travers vous, je voudrais rendre hommage à toute la presse sénégalaise qui est en train de jouer un rôle prépondérant dans la gestion de cette crise. Également, rendre hommage aux professionnels de la santé qui n'ont ménagé aucun effort pour la maîtrise quand même de la propagation du virus. Parce que l'on dit que nous avons un meilleur taux de guérison, en tout cas au monde. Vous allez me permettre également de saluer vos téléspectateurs. Vous êtes tombé dans le piège de nos téléspectateurs. Et vraiment m'incliner devant la mémoire de ces disparus, des milliers de disparus dans le monde, mais notamment des disparus du Sénégal. Nous en avons deux. Nous avons le Pape Diouf, qui est l'international sénégalais, et également cette bonne dame de 58 ans dont on ignore encore le nom. Vous savez, hein, l'économie est à l'image d'une personne atteinte de virus. Aujourd'hui, quand une personne est atteinte de virus, il y a un plateau médical mis à sa disposition pour soigner cette personne. C'est de la même manière que quand l'économie est en danger, parce que le coronavirus attaque les personnes, mais attaque également l'économie, parce que l'économie n'est rien d'autre que l'exercice des acteurs économiques, que sont les personnes. Alors, il faut des mesures pour corriger et sauver notre économie. Donc, votre question concernant est-ce que c'est une bonne mesure me renvoie à penser à John Maynard Keynes. Parce que vous savez, en économie, il y a deux grandes familles qui s'opposent. Une famille dite libérale, incarnée par Adam Smith, qui dit que l'État ne doit pas intervenir dans l'activité économique. Que l'État doit être gendarme, dont la notion de l'État gendarme, l'État doit être à observer et à donner des consignes et maintenant être arbitre entre les acteurs en fait, de la concurrence économique. Et cela s'oppose à la famille keynésienne, John Maynard Keynes, qui dit non, en temps de crise, l'État doit intervenir pour corriger les imperfections. L'État doit intervenir pour aider les ménages, pour aider les entreprises, pour aider l'économie à se relever. C'est ce que le président Macky Sall a fait. Donc il est allé en droite ligne de la vision 15 de l'intervention de l'État. Donc c'était la bonne formule, c'était la meilleure formule. Oui, c'était la meilleure formule. Ok. Voilà. Alors, sur le financement, en fait, pourquoi je vous ai posé cette question? C'est par rapport au financement d'un tel programme, parce que 1000 milliards, quand même, c'est une forte somme, hein, assez colossale pour un État comme le Sénégal, qui a beaucoup de priorités. Il y a le paiement de la dette. Est-ce que nos partenaires sont prêts à nous accorder un petit répit pour qu'on puisse financer ce programme-là? Donc, autant de questions que se posent les économistes et peut-être même les profanes. Alors, comment mobiliser autant de ressources pour avoir 1000 milliards? Oui, vous savez, la somme, en fait, qui sera dégagée est à la hauteur de la gravité de la crise. Il y a certains économistes qui disent que cette somme peut être insuffisante. Et d'autres disent que cette somme peut être suffisante. Donc ça veut dire que le président peut être dans la fourchette de la logique, en tout cas de la pertinence de la somme annoncée. Et comme source de financement,
il y aura d'abord la mobilisation, la contribution des finances publiques, parce qu'avec la crise, il y a beaucoup d'événements qui ont été annulés, budgétisés, et cette somme peut être réaffectée dans la lutte contre la lutte contre le Covid-19. Il y a aussi la réaffectation des ressources, parce que l'Assemblée nationale a voté la loi d'habilitation qui permet aujourd'hui au président de réaffecter des ressources dans la lutte contre le Covid-19. Là, il a les pleins pouvoirs, carrément. C'est un super Aujourd'hui, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, l'argent qui a été mobilisé pour le TR peut être réaffecté de façon provisoire à gérer cette crise. Aujourd'hui, il y a le démarrage du BRT qui peut être mobilisé, le professeur Kassel l'a dit, pour la gestion de cette crise. Donc, il y a d'abord la contribution de notre finance publique qui est possible. Mais aussi, il y a la BCEAO qui doit financer, qui doit injecter de la liquidité dans notre économie. C'est son rôle. La BCEAO doit le faire. Quand un pays est en crise, ce pays peut demander en fait l'injection des fonds. Maintenant, on va dire que tous les pays de la BCEAO sont concernés par la crise. Hein? Oui, mais la BCEAO devra quand même mettre des fonds pour le financement de notre économie, le financement de notre économie actuelle, mais également doit approvisionner les banques pour que le financement bancaire soit très accessible. Ça aussi, la BCEAO devrait le faire. Mais aussi, il y a l'emprunt. Il y a l'emprunt qui est là, on va revenir, mais aussi la contribution des acteurs nationaux, que je félicite de passage. Le secteur privé national, véritablement, a donné une très bonne contribution. Donc, mais aux premières heures, ils ont traîné un peu les pieds. Hein, oui, ils ont traîné parce qu'il fallait d'abord les engager dans le combat. Tu sais, l'appropriation est aujourd'hui un élément économique pour engager les gens. Quand on ne se sent pas concerné de quelque chose, on n'y met pas des sous, c'est quand même des sous. Maintenant, quand le président de la République a commencé à véritablement inviter les acteurs politiques, le secteur privé, d'expliquer également les enjeux et les conséquences néfastes que pourrait avoir cette crise, ils ont compris que véritablement il fallait sauver l'économie, mais se sauver eux-mêmes. C'était une invitation, disons, un peu ferme du président, quelque part, qui leur a dit, mais écoutez, maintenant, c'est l'occasion aussi de démontrer peut-être, voilà, les bienfaits de certaines exonérations, prison plutôt, qui ont été accordées à ces entreprises-là par l'État du Sénégal. Oui, vous savez, quand cette crise perdure, c'est le secteur privé qui en pâtit. Ça, il faut qu'on soit très clair. Donc, en sauvant notre économie, ils se sauvent eux-mêmes. Tout à fait. Et les partenaires comme l'OMS également peuvent également... Tout à fait. Il y a une enveloppe qui est prévue. Et il faut quand même dire que l'État aussi a débloqué les 64,4 milliards destinés à renforcer le service médical. C'est d'ailleurs le premier point de son programme de résilience économique et sociale. C'est le renforcement du secteur de la santé au Sénégal. 64,4 milliards pour la prise en charge de toutes les charges liées à la lutte contre ce Covid-19. Bon, peut-être penser un peu au monde rural. Aujourd'hui, vous pensez que au-delà de l'annonce, est-ce que la mise en œuvre pratique va tout de suite démarrer? Qu'est-ce que les gens peuvent attendre? Parce que ça commence déjà à créer des problèmes. Oui, c'est la question principale que tout le monde se pose. D'ailleurs, le ministre, je félicite les deux ministres qui ont fait qui ont co-animé hier une conférence de presse en disant qu'il faut que cette cette mesure rétroagisse dès maintenant. Ça veut dire que l'enveloppe qui est destinée au renforcement de la résilience sociale de la population. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'État prend 15,5 milliards pour la prise en charge des factures, par exemple, d'électricité, pour les personnes inscrites dans la tranche sociale. Ça veut dire qu'ils sont 975 522 ménages. 3 milliards pour la prise en charge des factures d'eau, toujours dans cette tranche sociale, qui sont environ 670 000 ménages. C'est pas petit. Et ces ménages, c'est l'arbitrage qui devrait être fait pour que ces personnes qui en ont véritablement besoin ne soient pas lésées. Mais également, il ne faut pas oublier les 69 milliards qui vont être mobilisés pour l'achat de vivres, pour soulager
véritablement la population, 1 million de ménages qui en ont besoin parce que l'économie est en train. Et je pense que Alioune Badara est concerné ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a 1 million de ménages. Je n'ai pas encore vu son nom. Ah, mais bien sûr. En tout cas, cette on question... demande une mesure spéciale, pourquoi pas une sorte de 14e mois. Comme la RTS nous donne le 13e, 14e mois par le président. Pour pouvoir payer les loyers. Vous êtes déjà peinard, vous avez le 14e. Les deux principales questions sont, comme vous l'avez dit, les destinataires, c'est-à-dire qui doivent être bénéficiaires. Il faut que l'État soit très regardant là-dessus, sinon ça sera le retour du bâton. Exactement. Et aussi l'applicabilité, c'est-à-dire que l'immédiateté, parce qu'aujourd'hui quand le président dit nous sommes en guerre, et quand nous sommes en guerre, comme disait l'autre, il faut aller directement, c'est une situation d'urgence, donc il faut aller directement. C'est pourquoi d'ailleurs il a bénéficié de l'Assemblée nationale, cette loi d'habilitation pour aller très vite. Donc le fast-track dont le président nous a toujours dit, c'est ici qu'il devait être appliqué. Khady, tu avais une question. Oui, je dirais qu'il faut enlever les impôts, je pense. Il faut enlever les impôts. Pas tous les impôts quand même. Si on supprime l'impôt, ça va. Vous parlez des salaires sur ou les des salaires? Peut-être sur les salaires. Bon, ça, je peux y revenir. Oui, allez-y. Parce que dans le programme de résilience économique et sociale du président Macky Sall, le troisième point concerne véritablement le renforcement de la stabilité macroéconomique et financière des entreprises. Comme vous avez dit, l'État dit d'abord, je vais payer la dette intérieure. Je vais payer la dette intérieure. 302 milliards pour payer la dette intérieure. Une bouffée d'oxygène pour nos entreprises. Voilà, parce que aujourd'hui, il faut le dire, l'État paye difficilement la dette intérieure. Les fournisseurs de l'État courent pendant des années pour être payés par l'État. Et l'État dit, je paye maintenant. Je paye tout le monde. Je paye tout. Maintenant, quand je vous paye, entreprise, il faut maintenir les salaires. Oui. Mais il faut payer 70% des salaires de ceux-là qui sont déjà en chômage technique. Parce qu'il y a des gens qui sont partis en chômage technique. Absolument. Donc il faut payer 70% de leur salaire. Et l'État dit également, moi, je vais aider les entreprises qui sont dans les domaines qui sont plus affectés, le tourisme par exemple. Tout à fait. Et la presse. La presse, oui. Ah donc c'est bon, Alioune, il commence à sourire maintenant. Mais souvent, généralement, ça profite à certains patrons. Surtout quand on parle de la presse, c'est le privé. Et à ce niveau aussi, est-ce qu'il y aura une juste répartition de ces fonds-là reçus de l'État? Tout à fait d'accord. N'est-ce pas, au profit de leur employé? Ça aussi, c'est... Il ne faut pas que les patrons de presse gardent tout. Payer les salaires ou continuer à payer les 70%, c'est déjà bon. Non, mais s'ils reçoivent tout cet argent, il faut vraiment il ne faut pas que les patrons de presse pensent que c'est pour eux. Merci Aline. Également un bon arbitrage. De le dire. Pensez à tous ces reporters, à tout cela dans qui le sont privé, dans le presse. On voit un peu de tout. Moi, j'avais, enfin, il est 8h57. En principe, c'est l'heure du clip du jour parce qu'à 9h, Philomène sera là pour le journal. Khady, tu as une question? Tout simplement une petite idée. Par exemple, les personnes qui sont démunies, les donner des denrées alimentaires chaque fin du mois. Pour leur donner quoi? Des denrées alimentaires? Par exemple, les talibés. Je crois que ça fait partie de cette mesure-là. Alors, donc, c'est ça l'idée. La question, il y répond dans la deuxième partie. Ok, il n'y a pas de souci. Alors, c'est par rapport à la question de la dette, parce que je crois que si je ne me trompe pas, il y a un pays, l'Argentine, qui a carrément dit que, en fait, il gèle pour l'instant le paiement de sa dette. Oui. Est-ce que le Sénégal ne pourrait pas faire, en tout cas les pays africains les plus endettés quand même actuellement sur la planète ne pourraient pas suivre ce chemin-là, en tout cas tracé par l'Argentine. Vous y reviendrez dans la deuxième partie. On parlera aussi de la question du logement, parce que c'est aussi votre casquette. Merci beaucoup. Donc, voilà. Et on l'attend aussi pour la prochaine parution de son livre. Sur ce plateau encore. Merci, merci beaucoup pour tous ces commentaires. C'est apaisant quand on parle des lettres. Par contre, les chiffres, parfois, ça donne des mots de tête. Bon. C'est bon. Là, je vous taquine. On termine rapidement. Tu l'appelleras pour lui dire toutes ces belles choses. Oui, bien sûr. D'accord. Très bien. Merci, Khady. Alors, on a 5 minutes avant la fin du magazine. On a le temps de réinterroger notre invité du jour. Je rappelle que nous recevons ce matin Abdou Diouf Ndiaye, il est économiste. Sur notre page Facebook, il y a une question de notre ami Chérif Sall. Alors il dit ceci, ah non c'est plutôt Sambali Kanté qui dit le chef de l'État a décidé dans son discours de venir également au secours de la diaspora. Je voudrais savoir de quelle manière est-ce que l'État compte procéder justement pour aider pour la répartition de ces fonds. La diaspora. Oui, vous savez, la diaspora est un élément important de notre économie. Le transfert des fonds des Sénégalais de l'extérieur est supérieur à l'aide publique au développement.
Donc, et puis notre diaspora aussi est touchée par cette Covid. C'est pourquoi il y a 12,5 milliards qui a été mobilisé pour venir en aide à la diaspora. Mais ça va être géré au niveau des consulats. Et la répartition se fait comme va se faire comme la répartition pour les vivres. C'est-à-dire qu'ils vont répertorier d'abord ceux qui en ont besoin et ceux qui en périssent le plus. Je pense que l'Italie est en premier, la France, l'Espagne, etc. Donc ça va être géré par les ambassadeurs et les consulats des pays. Maintenant, les gens vont s'inscrire et c'est eux qui connaissent les Sénégalais qui y vivent et la répartition sera objective. Ça, ceux qui ont des papiers régulièrement. Voilà, un retour à la normale, peut-être 2 mois, 3 mois. Oui. Ça va être difficile de refaire le réaménagement budgétaire. Ils ont dit 3 mois. Donc, je pense que dans 1 mois, Inch'Allah, le virus va disparaître. Mais quand même, il faut 3 mois pour que l'économie soit debout. On puisse remettre les choses en route. Est-ce que vous pensez qu'après cette pandémie, nos États vont prendre encore combien de temps pour peut-être se remettre à jour? Oui, d'abord, il faut revoir la structure de notre économie. Donc, Sarah n'aime pas les chiffres, mais je vais évoquer encore les chiffres. Le secteur primaire emploie 52,7% de notre population active, alors que ce secteur ne contribue qu'à 16% du PIB. Alors que le secteur tertiaire, qui mobilise à peu près 26,2%, participe à 52,8% de notre PIB. Donc vous avez vu l'équilibre. C'est-à-dire que ceux-là qui sont nombreux dans un secteur contribuent peu à notre croissance économique, le secteur primaire. Alors qu'avec tout l'effort que le président a fait, avec la modernisation des outils, dans le cadre de la promotion de notre agriculture, ça reste encore. Donc il faut que nos États revoient cette structure pour renverser la tendance. Et ce secteur tertiaire, c'est ce secteur-là qui est attaqué par le virus. C'est le tourisme, c'est le commerce, c'est l'économie est en train de s'effondrer, etc. Donc c'est pourquoi nous en souffrons. Donc il faut aller vers ça. Et aussi l'homme. Quand on parle du capital humain, tout le monde pense à l'éducation. Massamba, je vous taquinerai, mais le capital humain, c'est l'éducation et la santé. C'est la capacité à l'individu d'être apte à pouvoir produire. Donc il faut avoir de la connaissance, mais il faut être en très bonne santé. Donc il faut que le capital humain soit encore davantage au cœur de la préoccupation de nos dirigeants. Mais heureusement que le Sénégal a déjà basculé vers le budget programme. Si on était dans le budget moins, ça serait encore beaucoup plus catastrophique parce qu'il faut réorienter le budget de fonctionnement vers le budget d'investissement, même si le président a cette année considérablement diminué le budget de fonctionnement vers l'investissement. Je crois que c'est une belle conclusion. On a 1 minute à lui. On peut s'en arrêter là. 1 minute sur la question de la dette, le paiement de la dette. Peut-on continuer à payer quand 30 secondes alors, parce que je veux terminer la situation d'urgence. Attendons la réponse de nos bulletins de dette que le président a lancé pour l'annulation de la dette. Vous reviendrez pour nous en parler lorsqu'on aura la... Ce sera avec un immense plaisir. À votre disposition. Immense plaisir. Dans nos universités, il y a de brillants intellectuels. Vous en êtes la preuve ce matin sur ce plateau. Je rappelle qu'avec Alioune Badara Kane, vous êtes croisés à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, 2 brillants esprits. Voyez-vous, Massamba disait tout à l'heure qu'on fait encore de belles choses dans notre système éducatif et dans le supérieur également. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau ce matin. Le magazine est à présent terminé. On vous retrouve demain à partir de 8 h pour un nouveau numéro. Permettez